En juillet 1385, une jeune fille de 14 ans traverse la France pour épouser le roi. Isabeau de Bavière, fille d'Étienne III de Bavière-Ingolstadt, ne se doute pas qu'elle va devenir l'une des reines les plus détestées de l'histoire de France. Son mariage avec Charles VI devait sceller une alliance politique, mais il va déclencher une série d'événements qui mèneront le royaume au bord de l'effondrement. Charles VI, qui a alors 16 ans, participe au tournoi organisé pour célébrer les noces et est décrit par les contemporains comme un jeune homme séduisant, en bonne forme physique. Le couple royal semble parfait. Personne ne pouvait prévoir que dans 7 ans, le roi sombrera dans la folie, abandonnant sa jeune épouse au cœur d'un jeu politique mortel. Le couronnement d'Isabeau de Bavière est fastueusement célébré le 23 août 1389 à Paris. La cérémonie est grandiose. Des acrobates marchent sur des cordes tendues entre les tours de Notre-Dame, des anges mécaniques descendent du ciel pour poser une couronne sur sa tête. Le peuple parisien l'acclame. Mais cette popularité ne durera pas. Le couple aura 12 enfants ensemble, mais seulement 4 survivront jusqu'à l'âge adulte. Cette tragédie personnelle, ajoutée aux crises de folie de plus en plus fréquentes du roi, va transformer la jeune reine innocente en une femme politique redoutable et controversée. L'été 1392 marque un tournant dramatique. Charles VI mène une expédition militaire quand, dans la forêt du Mans, un homme en blanc surgit et lui crie « Arrête, noble roi, ne va pas plus loin, tu es trahi !» Quelques minutes plus tard, le bruit d'une lance qui tombe sur une armure fait sursauter le roi. Pris de folie, il se précipite sur ses compagnons et tue 4 d'entre eux avant d'être maîtrisé. Cette première crise de folie n'est que le début. En 1393, à Abbeville, le roi perd tout sens de la réalité. Il affirme que son nom est Georges et refuse d'admettre qu'il est roi de France. Plus troublant encore, Charles VI aurait été convaincu d'avoir des os en verre et par crainte de se briser en tombant, aurait fait confectionner des attelles de fer dont il se couvrait le corps. Les médecins de l'époque sont dépassés. Guillaume de Harsigny est appelé à la cour. Son diagnostic s'appuie sur la théorie médiévale des humeurs, attribuant la folie du roi à un excès de bile noire, censé causer des déséquilibres mentaux. Mais certains murmurent déjà des hypothèses plus sombres. Et si ce n'était pas la maladie, mais le poison? 3 siècles plus tard, le marquis de Sade avancera une théorie explosive dans son ouvrage « Histoire secrète d'Isabelle de Bavière ». Sade dit aussi qu'aucun des enfants de la reine n'a pour père le roi. L'auteur a beaucoup contribué à la réputation sulfureuse posthume d'Isabeau. Mais Sade va plus loin. Il prétend que la maladie du roi progresse différemment, selon que sa femme ait quelques envies ou non de diriger le pays et de détourner de l'argent. En gros, il dit qu'Isabeau fait passer le roi pour fou ou l'empoisonne, afin de gérer le royaume. Cette accusation semble délirante, mais elle s'appuie sur des éléments troublants. Pourquoi la folie du roi se manifeste-t-elle de manière si opportune pour Isabeau? Pourquoi ces crises alternent-elles avec des périodes de lucidité parfaite? Et surtout, pourquoi la reine semble-t-elle toujours prête à profiter des moments de démence de son époux? Le Moyen-Âge applique sa pathogénie ordinaire d'empoisonnement ou de modification humorale. L'empoisonnement était la première hypothèse des contemporains. Pour les hommes du XIVe siècle, la fureur subite de Charles n'a pas d'explication. Or, l'empoisonnement, on rapporte une rumeur qui prétendait que l'eau des rivières avait été empoisonnée. Mais qui aurait eu intérêt à empoisonner le roi? Sa propre épouse, pour prendre le pouvoir, ou ses ennemis politiques? La question reste ouverte, mais les accusations vont bientôt se préciser avec l'arrivée d'un nouveau personnage. Louis d'Orléans, le frère du roi. Louis d'Orléans est tout ce que Charles VI n'est plus: jeune, brillant, séduisant et surtout parfaitement sain d'esprit. Avec Louis, c'est la fête permanente, fêtes auxquelles participe le roi dans ses moments de rémission, et la reine Isabeau, fêtard et séducteur, il hennissait comme un étalon après presque toutes les belles femmes. Isabeau de Bavière joua certainement un rôle déterminant dans le mariage du jeune Louis d'Orléans, frère de Charles VI, avec Valentine Visconti. Cette alliance matrimoniale rapproche encore plus Isabeau de son beau-frère. Trop peut-être. Un goût commun pour le luxe, les bijoux, les fêtes et la danse avaient porté la reine vers Louis d'Orléans. Pendant que Charles VI sombre dans la démence,
Isabeau et Louis multiplient les soirées fastueuses. Ils dépensent sans compter l'argent du royaume. Le peuple, qui souffre des impôts de guerre, commence à murmurer. Pour financer sa cour, sa clientèle, ses domaines parisiens, la construction de 2 châteaux, Pierrefonds et La Ferté-Milon, et ses fastueuses fêtes, Louis puise allègrement dans le trésor du royaume. Mais ce qui scandalise vraiment, c'est la proximité troublante entre la reine et le duc d'Orléans. La naissance d'une rumeur, des rumeurs suggérant une liaison adultérine, de surcroît incestueuse, entre Isabeau de Bavière et son beau-frère Louis Ier d'Orléans, commencent à circuler. Ces accusations ne sortent pas de nulle part. Selon les écrits de Michel Pintoin, Orléans s'accrochait un peu trop à sa belle-sœur, la jeune et jolie Isabeau de Bavière, la reine. Cette ardente brune avait 22 ans. Son mari était fou et son séduisant beau-frère aimait la danse. Le chroniqueur ne s'arrête pas là. Il les accuse ainsi d'avoir négligé le roi, de s'être comporté de manière scandaleuse et dépravée et d'avoir vécu les délices de la chair. Ces accusations sont-elles fondées ou s'agit-il de pure médisance politique? La réponse se trouve peut-être dans les événements du 23 novembre 1407. Ce soir-là, le duc d'Orléans va rendre visite à la reine Isabeau, qui a accouché peu de temps avant à l'hôtel Barbette, rue Vielle du Temple, à Paris. Cette visite nocturne va déclencher une série d'événements qui vont changer le cours de l'histoire. Pourquoi Louis d'Orléans rend-il visite à Isabeau ce soir de novembre 1407? Officiellement, la reine vient d'accoucher d'un fils prénommé Philippe. Mais l'enfant meurt quelques jours après sa naissance. Coïncidence troublante ou élimination d'une preuve gênante? C'est d'ailleurs cette visite qui lance une théorie sur une relation entre le duc d'Orléans et Isabeau de Bavière. Certains iront même à dire que Isabeau accoucha d'un Philippe, qui serait en fait une fille qui sera envoyée plus tard à Domrémy. Cette théorie fantaisiste suggère que l'enfant illégitime d'Isabeau et de Louis d'Orléans ne serait autre que Jeanne d'Arc. Bien sûr, aucune preuve historique ne vient étayer cette hypothèse délirante. Mais le fait demeure. Thomas de Courteuse, valet du roi et trempant lui-même dans la conspiration, se présente à l'hôtel de la reine Isabeau sur les coups de 20 heures et fait savoir au duc d'Orléans que le roi Charles VI le mande de toute urgence. Louis prend congé d'Isabeau et se dirige vers l'hôtel Saint-Paul. Il ne sait pas qu'il marche vers sa mort. Quand bien même le duc dispose selon Enguerrand de Monstrelet et de près de 600 hommes d'armes dans tout Paris, son escorte ne se compose ce soir-là que d'une petite dizaine de piquiers et de valets. Pourquoi un homme si puissant sort-il si peu protégé? Est-ce de l'imprudence ou a-t-il été rassuré par quelqu'un en qui il avait confiance? Le duc, perché sur son mulet et ne se doutant pas de ce qui l'attend, entreprend de remonter la rue Vieille du Temple. Une quinzaine d'individus, tapis, dans l'ombre des bâtiments, attendent avec impatience son passage. L'attaque est brutale et méthodique. Louis Ier d'Orléans est brutalement attaqué par des tueurs à gages recrutés par son cousin et lardés de coups d'épée, de haches et de massues. Avant de disparaître, les assassins lui tranchent la main, puis laissent le cadavre dans un caniveau. Le commanditaire de ce meurtre ne fait aucun mystère de son identité. Le duc de Bourgogne, qui nie d'abord son implication dans l'assassinat, admet rapidement que l'acte a été accompli pour l'honneur de la reine et prétend avoir voulu venger la monarchie de l'adultère présumé entre Isabeau et le duc d'Orléans. Jean sans peur, duc de Bourgogne, se présente donc comme le vengeur de l'honneur royal. Mais cette justification cache-t-elle des motivations plus politiques? En 1404, Jean sans peur, qui succède à son père au duché de Bourgogne, jouit d'une image positive selon Christine de Pisan, mais il a peu d'influence au Conseil du royaume de France. Le pouvoir lui échappe au profit de Louis d'Orléans, qui domine le conseil de régence avec Isabeau. Il obtient le contrôle du trésor royal et manœuvre pour empêcher le duc de Bourgogne de réaliser une continuité territoriale entre ses possessions des Flandres et le duché de Bourgogne. La rivalité politique est donc féroce, mais Jean sans peur va plus loin que ses prédécesseurs. En 1405, la rivalité se transforme en affrontement entre Jean et Louis lorsque ce dernier veut relancer la guerre contre l'Angleterre. L'enjeu économique est énorme. L'économie de la Flandre menacée, Jean réagit. L'armée bourguignonne menace Paris. Louis et Isabeau quittent la capitale.
Mais Jean sans peur franchit une ligne rouge quand il découvre une humiliation personnelle. C'est peut-être une affaire personnelle qui va sceller le sort de Louis d'Orléans. Il aurait tenté de séduire, peut-être de violer, Forcier, la femme de Jean, Marguerite de Bavière. L'outrage est double, politique et personnel. L'assassinat n'est pas un geste d'impulsion. Dès la fin de juin 1407, il semble que le duc de Bourgogne projette l'assassinat de son cousin. Il verse le 8 août 1407 à l'île 100 écus à Raoul d'Anquetonville, son homme de main désigné, et 1500 écus à Lourdin de Saligny. Les préparatifs sont minutieux. Le 14 novembre 1407, un courtier de maison nommé Pierre d'Assignac se met d'accord avec l'épouse Fouchier pour louer l'hôtel jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste suivante, moyennant la somme de 16 livres parisis. Cette maison servira de base aux assassins. Mais Jean sans peur a besoin d'un prétexte pour attirer Louis d'Orléans dans le piège. C'est là qu'intervient un personnage clé. Thomas de Courteheuse, valet du roi et complice des Bourguignons, vient à la rencontre de Louis d'Orléans prétextant que le roi Charles VI le demande. Le piège se referme. La réaction d'Isabeau comment? La reine réagit-elle à l'assassinat de celui qui était peut-être son amant? Isabeau veut faire poursuivre le coupable. La colère gronde. Sa réaction semble sincère, mais elle va bientôt se retrouver dans une position impossible. L'assassinat de ce prince, perpétré alors qu'il sortait précisément de l'hôtel Barbette, où elle résidait à l'écart du roi fou, la priva d'appui. Elle passa alors dans le camp et dans les bras de Jean sans peur. Cette phrase résume toute l'ambiguïté de la situation. Isabeau passe des bras de l'amant assassiné à ceux de l'assassin. Cette alliance avec Jean sans peur n'est pas un choix libre. Elle se trouva, en 413, obligée de faire face, à ses côtés, à une émeute dont les meneurs, les cabochiens, s'en prenaient à son entourage comme à tous ceux qui dévoraient le trésor royal. Isabeau est désormais prisonnière d'un système qu'elle ne contrôle plus. La dégradation de l'image royale. L'assassinat de Louis d'Orléans marque un tournant dans la perception publique d'Isabeau. Désormais, le peuple accuse Isabeau de délaisser enfant et mari pour se taper son beau-frère Louis d'Orléans. En quelques mois, les Parisiens lui ont trouvé un petit surnom. Isabeau la Grande Gourde. Autrement dit, Isabeau la Grosse Truie. L'humiliation publique atteint son paroxysme. En 1405, un prêtre ose interrompre la reine pendant le sermon de l'Ascension. C'est un peu comme huer un président le 11 novembre. C'est pas gentil et surtout ça désavoue complètement la légitimité de la reine. Des rumeurs d'une liaison plus intime ne tardent pas à circuler. Rumeurs soigneusement entretenues par les partisans de Bourgogne. Jean sans peur joue sur tous les tableaux. Il a éliminé son rival politique et détruit la réputation de la reine qui le soutenait. L'escalade de la guerre civile. La mort de Louis d'Orléans déclenche une guerre civile qui va dévaster la France. En 1410, Charles d'Orléans, fils du duc assassiné, réclame vengeance auprès de son beau-père, le comte d'Armagnac. Ce dernier prend la tête des fidèles de feu, le duc d'Orléans, qui seront désormais connus sous le nom d'Armagnac. Dans l'intérêt des dauphins, Isabeau change régulièrement d'alliance avec les deux factions. Lorsqu'elle rejoint les Armagnacs, les Bourguignons l'accusent d'adultère avec le duc d'Orléans, tandis qu'elle est chassée de Paris et emprisonnée par les Armagnacs lorsqu'elle traite avec les Bourguignons. Isabeau se retrouve dans la position impossible d'une reine étrangère, veuve d'un roi fou, mère d'un dauphin qu'elle ne contrôle pas, et otage des factions qui se disputent le pouvoir. Chaque alliance qu'elle contracte devient un poison qui se retourne contre elle. Le retournement fatal. L'année 1419 marque un nouveau tournant dramatique. En 1419, quand, à l'instigation des Armagnacs, le dauphin Charles orchestre l'assassinat du duc de Bourgogne, Jean sans peur, l'assassin de Louis d'Orléans, trouve la mort sur le pont de Montereau. Jean sans peur et le dauphin Charles se rencontrent une première fois le 8 juillet 1419 à Pouilly-le-Fort, puis à nouveau le 11 juillet pour signer le traité de Pouilly-le-Fort, dit la paix du Ponceau. Mais cette réconciliation apparente cache un piège mortel. Le 10 septembre 1419 a lieu la rencontre de Montereau, destinée à consolider le traité du Ponceau. Le dauphin reproche à Jean sans peur de ne pas en avoir respecté les clauses, le ton monte et la rencontre se termine tragiquement par l'assassinat
de gens sans peur. Pour Isabeau, c'est la trahison ultime. L'assassinat de son allié sur ordre de son propre fils provoque la rupture définitive entre Isabeau de Bavière et ce dernier. La reine-mère va désormais tout faire pour se venger de son fils. La vengeance maternelle. La reine négocie dès lors avec le roi Henri V d'Angleterre, qui a profité du conflit entre les Armagnacs et les Bourguignons pour réinitialiser en 1415 la guerre de Cent Ans et entamer une conquête méthodique du nord du royaume de France. Isabeau va commettre l'irréparable. Le traité de Troyes est un traité signé le 21 mai 1420 à Troyes entre Henri V d'Angleterre et Charles VI de France, faisant du premier l'héritier légitime du second. Mais Charles VI n'est plus en état de signer quoi que ce soit. C'est Isabeau qui mène les négociations. Henri V est dès lors en mesure d'imposer, avec la complicité de la reine Isabeau de Bavière, la signature du traité au roi Charles VI. Le dauphin y est déshérité au profit du roi d'Angleterre, qui épouse Catherine de France, fille de Charles VI. Pour justifier cette décision monstrueuse, Isabeau n'hésite pas à salir sa propre réputation. En déclarant que son propre fils, le dauphin Charles, était bâtard, Isabeau sacrifiait son honneur aux combinaisons politiques. Elle avoue publiquement son adultère pour déshériter son fils. Le prix de la trahison. Il marque l'apogée de la suprématie anglaise lors de la guerre de Cent Ans, faisant suite à la conquête de la Normandie et à plusieurs victoires anglaises, notamment celle d'Azincourt en 1415. Le traité de Troyes consacre la défaite totale de la France et Isabeau en est la principale architecte. Mais cette victoire diplomatique a un coût personnel énorme. Nommé gouverneur par le roi d'Angleterre, le duc de Bedford ne témoigne à la vieille reine que mépris. Il en vient alors à lui couper les vivres et la contrainte à l'indigence. Les Anglais, une fois au pouvoir, n'ont plus besoin d'Isabeau. Plus d'argent, plus de fêtes, plus d'amis pour la consoler. Elle vit assez longtemps néanmoins pour assister au miracle de Jeanne d'Arc et à l'ascension de son fils, Charles VI, au trône de France. L'ironie de l'histoire veut qu'Isabeau voit son fils, qu'elle a déshérité, reconquérir le royaume qu'elle a livré aux Anglais. Les dernières années. La reine, veuve en 1422, vécut à Paris, sous la protection du gouvernement du régent Bedford, et non sous celle du duc de Bourgogne, dans un isolement de plus en plus profond. Charles VI meurt le 21 octobre 1422, et avec lui s'éteint le dernier lien d'Isabeau avec la légitimité royale. Le peuple oublia presque son existence et les gouvernants la tinrent absolument à l'écart des affaires. À l'hôtel Saint-Paul, où elle était venue habiter dès la mort de Charles VI, sa maisonnée et son train de vie furent modestes. La reine qui avait régné sur la France finit dans l'oubli et la pauvreté. On dit même que, dans ces dernières années, elle invoque souvent Sainte Véronique et Saint Fiacre, leur demandant de la guérir de ses hémorroïdes. L'ancienne reine de France, qui avait défrayé la chronique par ses amours scandaleuses et ses trahisons politiques, finit par souffrir des maux les plus prosaïques. L'héritage d'une reine maudite Isabeau de Bavière meurt en 1435, oublié de tous, mais son héritage empoisonnera la mémoire française pendant des siècles. C'est un siècle après sa mort, en pleine Renaissance puis durant les guerres de religion que se développe sa légende noire. On l'accuse d'avoir eu des amants. C'est l'époque du grand roman national et de la généralisation progressive de l'école pour tous. La vraie Isabeau compte finalement assez peu. Cette histoire proposée par les historiens du XVIe et reprise par les manuels vise à stimuler le patriotisme. Isabeau devient le bouc émissaire parfait, une étrangère, une femme, une traîtresse. Ensuite, elle est tout ce qu'une femme ne doit pas être. École publique et école catholique partagent la même morale et cherchent ici à donner un contre-exemple aux jeunes écolières. L'image d'Isabeau sert d'épouvantail moral pendant des générations. La vérité, derrière la légende. Mais que reste-t-il de vrai dans cette légende noire? Il faut remarquer que les sources de rumeurs d'une relation entre Isabeau et Louis d'Orléans sont à l'origine des proches du duc de Bourgogne, qui a fait assassiner le duc d'Orléans. En termes de crédibilité, il y a mieux.
Tracy Adams souligne cependant que le prétendu adultère n'est suggéré que dans un seul paragraphe des chroniques de Pintoin et ne constitue donc pas une preuve tangible. Les accusations d'adultère reposent sur des témoignages partisans et des ragots de cour. Il faut néanmoins se souvenir que, mariée à 14 ans et femme d'un fou à 21, reine étrangère d'un royaume déchiré, aussi influente un temps que dépourvue de droits politiques réels, Isabeau de Bavière n'avait pas été préparée à des responsabilités politiques. Une femme prise au piège. Encore blanche jouissait-elle, pour faire face aux ambitions des princes, de la confiance témoignée par l'octroi de la régence reconnue par tous, alors qu'Isabeau n'avait aucune puissance effective. Pour garder le pouvoir, elle se trouvait condamnée à s'appuyer sur un parti. Isabeau de Bavière était prisonnière d'un système qu'elle n'avait pas choisi. Mariée enfant à un roi qui sombre dans la folie, elle se retrouve au centre d'un jeu politique mortel où chaque alliance devient un piège. Sa relation avec Louis d'Orléans, réelle ou fantasmée, n'est peut-être que la réaction naturelle d'une jeune femme abandonnée par un mari dément. Son alliance avec Jean sans peur après l'assassinat de Louis n'est pas un choix libre, mais une nécessité de survie politique. Et quand son propre fils fait assassiner son allié bourguignon, elle n'a plus d'autre recours que la trahison ultime, livrer la France aux Anglais. La question de l'empoisonnement. Revenons à la question centrale. Isabeau a-t-elle empoisonné son mari? Les indices sont troublants mais pas concluants. La folie de Charles VI se manifeste pour la première fois en 1392, soit 7 ans après leur mariage. Pendant ces 7 années, Isabeau a eu le temps d'apprendre les rouages du pouvoir et de mesurer l'étendue de sa dépendance. L'épisode de la forêt du Mans reste mystérieux. Pourquoi cette crise survient-elle exactement quand Charles VI mène une expédition militaire importante? Pourquoi les symptômes du roi correspondent-ils parfois à ceux d'un empoisonnement aux alcaloïdes, comme l'ont noté certains médecins? Moderne, au Moyen-Âge, l'empoisonnement était un art répandu dans les cours européennes. Les Visconti, famille de la mère d'Isabeau, étaient réputés pour leur maîtrise des poisons. Isabeau avait-elle hérité de ce savoir familial? L'hypothèse reste plausible, mais impossible à prouver. Ce qui est certain, c'est qu'Isabeau profite systématiquement des crises de folie de son mari pour étendre son influence. Chaque épisode de démence royale coïncide avec une prise de pouvoir d'Isabeau. Cette synchronisation peut relever du hasard, mais elle peut aussi révéler une stratégie délibérée. Les symptômes suspects. Les crises de Charles VI présentent des caractéristiques étranges. Elles apparaissent et disparaissent brutalement, sans progression logique d'une maladie mentale classique. Le roi peut être complètement dément un jour et parfaitement lucide le lendemain. En 1393, lors du bal des Ardents, le roi et 5 compagnons se déguisent en sauvages, recouverts de pois inflammables. L'accident qui s'ensuit, plusieurs nobles meurent d'un brûlé vif, traumatise profondément Charles VI. Mais était-ce vraiment un accident ou une tentative de meurtre déguisé? L'incident révèle l'irresponsabilité criminelle de l'entourage royal. Qui a eu l'idée de ces costumes inflammables? Qui a autorisé la présence de torches dans la salle? Isabeau était-elle présente? Les chroniques restent floues sur ces détails cruciaux. Charles VI aurait été convaincu d'avoir des os en verre, un symptôme d'une maladie connue sous le nom de syndrome de l'homme de verre. Ce délire spécifique peut être provoqué par certains poisons métalliques utilisés à l'époque. Coïncidence ou preuve d'un empoisonnement prolongé? La méthode du poison. Lent. Si Isabeau empoisonnait effectivement son mari, elle utilisait probablement une méthode sophistiquée, le poison lent. Cette technique, bien connue des Italiens de l'époque, consiste à administrer de petites doses de toxiques sur une longue période. L'avantage de cette méthode est double. Elle ne laisse pas de traces immédiates et permet de contrôler l'évolution des symptômes. En augmentant ou diminuant les doses, l'empoisonneur peut provoquer des crises à volonté ou au contraire ménager des périodes de rémission. Cette technique expliquerait parfaitement l'alternance entre les crises de folie et les périodes de lucidité de Charles VI. Quand Isabeau avait besoin que le roi soit incapable de gouverner, elle augmentait les doses. Quand elle voulait qu'il signe des documents officiels, elle suspendait l'empoisonnement.
Les banquets royaux offraient de multiples occasions d'administrer du poison. Isabeau, en tant que reine, avait accès aux cuisines et pouvait facilement corrompre les serviteurs. De plus, les épices exotiques, très prisées à l'époque, masquaient parfaitement le goût des substances toxiques. Les complices potentiels. Isabeau n'aurait pas pu agir seul. Un empoisonnement de cette ampleur nécessite des complices. Louis d'Orléans était-il dans la confidence? Leur relation intime supposée prend une dimension plus sinistre si elle incluait une complicité criminelle. Les médecins de la cour sont également suspects. Guillaume de Harsigny, appelé pour soigner le roi, pose un diagnostic commode, un excès de bile noire. Ce diagnostic médical légitime la folie du roi et écarte toute suspicion d'empoisonnement. Harsigny était-il complice ou simplement incompétent? Certains serviteurs bavarois, amenés par Isabeau lors de son mariage, occupent des positions clés dans l'administration française. La reine plaça des hommes à elle dans l'administration française, notamment quelques fidèles venus de Bavière comme les Raguier. Ces hommes lui sont totalement dévoués et pourraient servir d'instrument à ses desseins criminels. Le personnel des cuisines royales est également crucial. En 1393, après le bal des Ardents, plusieurs serviteurs sont remplacés discrètement. S'agit-il d'une réorganisation administrative normale ou de l'élimination de témoins gênants? La motivation politique. Pourquoi Isabeau aurait-elle empoisonné son mari? La réponse est politique. Mariée à 14 ans à un roi de 16 ans, elle découvre rapidement les limites de son pouvoir. Une reine de France n'a aucune autorité officielle. Elle ne peut gouverner que si le roi est absent, malade ou incapable. La folie de Charles VI transforme Isabeau de simple épouse royale en régente de facto. Elle préside le conseil de régence, contrôle les finances, noue des alliances. Pour la première fois de sa vie, elle détient un pouvoir réel. Serait-elle prête à tuer pour le conserver? L'ambition politique d'Isabeau est évidente dans ses actions ultérieures. Elle n'hésite pas à changer d'alliance selon ses intérêts, à trahir ses propres enfants, à livrer la France aux Anglais. Une femme capable de déshériter son fils est-elle capable d'empoisonner son mari? La chronologie est révélatrice. Les crises de Charles VI s'intensifient exactement quand Isabeau commence à jouer un rôle politique important. En 1402, le roi de France fait suffisamment confiance à son épouse pour lui permettre d'arbitrer le conflit croissant entre les deux ducs et lui confie le contrôle du trésor royal. L'art de la dissimulation. Si Isabeau empoisonne effectivement Charles VI, elle fait preuve d'un talent consommé pour la dissimulation. Publiquement, elle joue le rôle de l'épouse dévouée qui tente de soigner son mari malade. Elle organise des concerts pour apaiser les crises du roi, fait venir des médecins, multiplie les pèlerinages. Cette façade de piété conjugale trompe tout le monde, y compris les chroniqueurs de l'époque. Personne ne soupçonne que la reine puisse être responsable de la maladie qu'elle prétend combattre. Le crime parfait consiste à se faire passer pour la première victime. Isabeau maîtrise également l'art de la manipulation psychologique. Elle sait quand montrer de la compassion, quand manifester de l'inquiétude, quand exprimer sa détresse, ses larmes publiques, ses prières ostensibles, ses veillées au chevet du roi malade, tout cela construit l'image d'une épouse martyrisée par la maladie de son époux. Mais cette comédie a ses limites. Avec le temps, l'entourage royal commence à murmurer. Les crises de trop opportunes, les rémissions trop parfaitement chronométrées éveillent les soupçons. C'est peut-être pour cette raison qu'Isabeau se rapproche de Louis d'Orléans. Elle a besoin d'un allié pour détourner les soupçons. La relation avec Louis d'Orléans. Amour ou calcul? La liaison supposée entre Isabeau et Louis d'Orléans prend une dimension différente si on l'envisage sous l'angle de l'empoisonnement. Cette relation n'est peut-être pas motivée par la passion, mais par la nécessité politique. Louis d'Orléans, frère du roi, est le seul homme assez puissant pour protéger Isabeau si ses crimes étaient découverts. En devenant son amant, elle s'assure sa complicité silencieuse. Un homme qui partage le lit de la reine ne peut pas l'accuser d'empoisonner le roi sans se compromettre lui-même. Cette alliance charnelle sert aussi à brouiller les pistes. Si Charles VI sombre dans la folie, on accusera l'adultère de sa femme plutôt que son empoisonnement. L'infidélité conjugale, scandaleuse mais compréhensible,
masque le crime politique. Louis d'Orléans profite également de cette situation. Grâce à sa liaison avec Isabeau, il accède au pouvoir sans avoir à éliminer physiquement son frère. Le roi fou ne peut plus gouverner, mais il vit encore, ce qui préserve la légitimité dynastique. Louis règne sans régner, situation idéale pour un prince ambitieux. Mais cette alliance contre nature porte en elle les germes de sa propre destruction. Jean sans peur, duc de Bourgogne, comprend rapidement le jeu. En accusant publiquement Isabeau et Louis d'adultère, il les met en position de faiblesse. En faisant assassiner Louis, il détruit l'équilibre fragile qui maintenait Isabeau au pouvoir. L'escalade criminelle. L'assassinat de Louis d'Orléans marque peut-être l'arrêt de l'empoisonnement de Charles VI. Si Isabeau utilisait effectivement du poison, la mort de son complice et protecteur la force à changer de stratégie. Désormais, elle ne peut plus risquer de nouvelles crises suspectes. Cette hypothèse expliquerait pourquoi les dernières années de Charles VI sont marquées par une forme de stabilité relative. Le roi reste mentalement diminué, mais ces crises dramatiques s'espacent. Isabeau a-t-elle cessé d'empoisonner son mari par prudence? L'alliance forcée avec Jean sans peur change également la donne. Le nouveau protecteur d'Isabeau n'a pas les mêmes intérêts que Louis d'Orléans. Jean sans peur veut contrôler le roi fou, pas l'éliminer. Un Charles VI, totalement incapable, ne sert pas ses projets politiques. Isabeau se retrouve donc dans une situation paradoxale. Elle doit maintenir son mari en vie et relativement fonctionnelle pour préserver sa propre position. Mais elle ne peut pas le guérir complètement sous peine de perdre son pouvoir de régente. La vengeance du fils. L'assassinat de Jean sans peur en 1419 révèle peut-être la véritable personnalité d'Isabeau. Quand son fils Charles fait tuer son protecteur bourguignon, elle réagit avec une violence inouïe. Sa vengeance sera terrible et définitive. En livrant la France aux Anglais par le traité de Troyes, Isabeau ne se contente pas de déshériter son fils. Elle détruit l'œuvre de plusieurs générations de rois capétiens. Cette décision monstrueuse révèle une femme capable des pires extrémités. Si Isabeau a effectivement empoisonné Charles VI, le traité de Troyes représente l'aboutissement logique de sa carrière criminelle. Après avoir détruit son mari, elle détruit son royaume. La logique de la trahison ne connaît pas de limite. La déclaration publique de bâtardise de Charles VI prend également une dimension particulière. En avouant son adultère, Isabeau ne fait peut-être que révéler une partie de la vérité. Si elle a trompé son mari avec Louis d'Orléans, elle a peut-être aussi commis d'autres crimes. L'héritage empoisonné. La mort d'Isabeau en 1435 clôt l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de France. Mais ces crimes supposés continuent d'empoisonner la mémoire nationale. La légende noire de la reine maudite traverse les siècles, alimentant fantasmes et théories. Les historiens modernes ont tenté de réhabiliter Isabeau en montrant les contraintes de sa situation. Femme étrangère dans un royaume en guerre, épouse d'un roi fou, mère de princes rivaux, elle n'avait peut-être pas d'autre choix que la trahison. Mais cette explication psychologique évacue trop facilement la question de ses responsabilités criminelles. Car si Isabeau a empoisonné Charles VI, elle porte une responsabilité écrasante dans les malheurs de la France. La folie du roi déclenche la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Cette guerre affaiblit le royaume et permet aux Anglais de reprendre l'avantage dans la guerre de 100 ans. L'enchaînement est implacable. Empoisonnement du roi, prise de pouvoir par la reine, alliance avec Louis d'Orléans, assassinat du duc, guerre civile, invasion anglaise, traité de Troyes. Chaque étape découle logiquement de la précédente, comme si un poison initial avait contaminé tout le corps politique français. Les preuves manquantes. Pourquoi cette théorie de l'empoisonnement n'a-t-elle jamais été prouvée? D'abord parce que les techniques de l'époque ne permettaient pas de détecter les poisons sophistiqués. Les médecins médiévaux ne disposaient d'aucun moyen d'analyse chimique. Ensuite parce que les témoins potentiels avaient tous intérêt au silence. Les complices d'Isabeau risquaient leur vie en parlant. Ses ennemis préféraient l'accuser d'adultère, crime plus facile à prouver et tout aussi déshonorant. Enfin parce que la vérité dérangeait tout le monde. Admettre qu'une reine de
France avait empoisonné son mari remettait en question la légitimité de toute la dynastie. Mieux valait maintenir la fiction de la maladie naturelle. Les preuves matérielles ont également disparu. Si Isabeau utilisait du poison, elle prenait soin d'éliminer toute trace. Les substances toxiques de l'époque, principalement végétales, se dégradent rapidement. Les objets compromettants pouvaient être détruits facilement. La vérité historique? Alors, Isabeau de Bavière a-t-elle empoisonné Charles VI? La réponse honnête est « nous ne le saurons jamais avec certitude ». Les indices sont troublants, la chronologie suspecte, les motivations évidentes, mais les preuves définitives manquent. Ce qui est certain, c'est qu'Isabeau était une femme d'une intelligence redoutable et d'une ambition sans limite. Capable de trahir son propre fils pour assouvir sa vengeance, elle était certainement capable d'empoisonner son mari pour conquérir le pouvoir. L'histoire d'Isabeau de Bavière reste l'une des plus fascinantes énigmes de l'histoire de France. Figure tragique ou criminel accompli? Victime des circonstances ou architecte de sa propre destinée? Chaque génération d'historiens apporte sa réponse, mais le mystère demeure. Une chose est sûre, cette petite princesse bavaroise de 14 ans, qui traversait innocemment la France en 1385 pour épouser son roi, ne se doutait pas qu'elle deviendrait l'une des figures les plus controversées de l'histoire française. Son histoire nous rappelle que le pouvoir absolu corrompt absolument, et que les femmes, quand elles accèdent enfin au pouvoir, peuvent se montrer aussi impitoyables que les hommes. Isabeau de Bavière restera à jamais la reine qui aurait pu empoisonner son mari, avant de coucher avec son rival. Et peut-être est-ce là sa plus grande victoire. 6 siècles après sa mort, elle continue de nous fasciner, de nous interroger, de nous déranger. La vérité historique importe finalement moins que la vérité psychologique qu'elle révèle sur les mécanismes du pouvoir et de la trahison. Dans les couloirs sombres du Louvre médiéval, dans les alcôves secrètes de l'hôtel Barbette, dans les salles du Conseil où se décidait le sort du royaume, résonne encore l'écho de ses pas. Isabeau de Bavière, reine maudite, continue de hanter l'histoire de France. Son fantôme nous murmure cette vérité dérangeante. En politique, tous les coups sont permis, même les plus infâmes. Et parfois, c'est dans les bras d'une femme que se cachent les poisons les plus mortels.